Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au moment où tous les regards sont tournés vers la République démocratique du Congo pour les élections générales, nous abordons ce soir la diplomatie onusienne et les nouvelles conflictualités cas de la République démocratique du Congo. Et donc pour en parler, nous recevons Jean-Claude Olombi, chercheur et doctorant en relations internationales et diplomatie. Pourquoi ce conflit est-il appelé la guerre mondiale africaine? Comment les missions de maintien de la paix de l'ONU se sont succédées dans ce pays, de l'ONUC à la MONUC, puis la MONUSCO? Toutes ces interrogations seront abordées dans cette émission dans quelques instants. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à vous. Maître Olombi, bonsoir. Bonsoir. Faisons un arrêt sur l'actualité. Vous savez très bien que l'actualité reste dominée par la situation en RDC. Les élections ont été reportées de nouveau. Quel est votre regard sur le processus électoral en République démocratique du Congo? Je voudrais simplement dire que le processus électoral en RDC est en cours avec ses points forts et ses fragilités. Mais gageons que les élections en RDC puissent bien se dérouler parce que de la stabilité de la RDC dépendra la stabilité des pays membres de la CIRGL. Donc voilà, et je suis en train d'observer comme tout le monde parce que je suis en train de préparer une thèse de doctorat qui porte sur la diplomatie des conflits. Donc la RDC, c'est mon sujet de prédilection. Donc toutes mes réflexions à l'heure actuelle sont focalisées sur la RDC, sur les élections en RDC, sur le rôle des Nations Unies en RDC. Donc je ne peux pas donner une quelconque appréciation, j'observe comme tout le monde. Il y a quelques mois, je dirais, que le président Joseph Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, avait milité pour le départ, bien sûr, de la MONUSCO. Alors, selon vous, quel est le rôle de la MONUSCO dans ce processus électoral? Bon, je voudrais simplement dire que la MONUSCO n'a pas vocation à rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Exactement. La MONUSCO, c'est une mission dont le mandat a été reconfiguré à la suite de la MONUC. La MONUC avait une mission tout à fait précise, c'était faire en sorte que les élections puissent se tenir en RDC, veiller à l'organisation de la transition. Et en 2010, on a eu à reconfigurer le mandat de la MONUC et la MONUC est devenue la MONUSCO, donc une mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation. L'ONU a participé de façon active à l'organisation des élections de 2006 et elle a également contribué à l'organisation des élections de 2011. Il se trouve que pour des raisons qui sont indépendantes aux autorités de la RDC, jusque-là, le processus est conduit sans la participation de la MONUSCO. Voilà. Là, je pense que certainement à la lumière des difficultés que peut-être sur le plan logistique, hein, parce que la RDC, n'oublions pas que c'était un vaste pays. Hein, la RDC, c'est à peu près plus de 2 millions de kilomètres carrés. Donc en termes de superficie, et la RDC, c'est 80 fois la Belgique, 5 fois la France. Donc c'est un pays énorme. Il peut avoir des problèmes liés aux infrastructures. Donc de mon point de vue, si la CENI estime que la MONUSCO peut lui apporter un quelconque soutien, je pense qu'il serait souhaitable que la MONUSCO puisse apporter un appui, ne serait-ce que logistique. Alors donc voilà, mais la situation en RDC, la RDC est dans une situation de paix et de stabilité tout à fait relative, hein, de mon point de vue. Alors, comme nous sommes en train de parler de la MONUSCO, restons-y pour parler bien sûr des missions de l'ONU, parce que ce n'est pas la première mission de l'ONU en République démocratique du Congo. On se souvient, je rappelle aux téléspectateurs que c'était en 1960, le 30 juin, lors de l'indépendance
de la RDC qu'il y a eu aussi la première mission de l'ONU pour le maintien de la paix avec l'ONUC. Oui, l'ONUC, c'est la première mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'ONUC est intervenue, c'était suite à la sécession du Katanga et du Kasaï. Mais l'ONUC est intervenue, c'était à la demande du Premier ministre Lumumba. C'est le Premier ministre Lumumba qui adresse un télégramme au secrétaire général de l'époque, Dag Hammarskjöld, pour que les Nations Unies viennent au Congo pour faire en sorte que l'intégrité territoriale de la RDC soit restaurée. Parce que le 30 juin dont vous parlez, c'est la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais il y a eu quand même disons, deux faits majeurs. Le premier fait majeur, c'est qu'à la date du 30 juin 1960, il y a une déclaration d'indépendance qui est signée, d'une part par le Premier ministre belge, Gaston Esquins, et Pierre Vigny, ministre des Affaires étrangères. Ça, c'était du côté du gouvernement belge. Du côté du gouvernement congolais, il y avait le Premier ministre Lumumba qui avait signé la déclaration d'indépendance et le ministre des Affaires étrangères, Pierre Bomboko. Alors, le 30 juin, le protocole avait retenu comme quoi il devrait y avoir deux discours. Le discours du roi des Belges, hein, Baudouin Ier, et le discours du président Joseph Kasavubu. Il se trouve que ça c'était de façon protocolaire. Il se trouve que le roi Baudouin Ier, en faisant son discours, avait sublimé la colonisation. Et avait loué la colonisation, vanté les mérites de la colonisation. Ça avait exaspéré le Premier ministre Lumumba et bénéficiant de la complicité du président de la Chambre des représentants, parce qu'à cette époque-là, la RDC avait aussi, comment dirais-je, un parlement bicaméral, il y avait le Sénat et la Chambre des représentants. Donc il a fait un discours et ça avait exaspéré le roi, et le roi avait même pris la décision de quitter la RDC. Bon, il a fallu une médiation conduite, je crois, par à l'époque, l'abbé Maloula, et le roi était revenu à des meilleurs sentiments. Donc, bien avant le discours de Lumumba, parce que le 30 juin, il y a eu trois discours, le discours du président Kasavubu, le discours du roi Baudouin Ier et le discours de Lumumba. Mais bien avant ce discours, Lumumba avait fait une déclaration de son programme dans lequel il disait que les richesses de la RDC allaient revenir aux Congolais, aux citoyens congolais. Et je crois qu'avec le discours son discours de programme, le discours qu'il avait tenu le 30 juin, là, Lumumba avait signé son arrêt de mort. Donc, quelques mois après, est intervenue la sécession du Katanga et la sécession du Kasaï. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Lumumba avait sollicité du secrétaire général à l'époque, Dag Hammarskjöld, l'intervention de l'ONU. Ça, c'était la première demande, mais il y a une deuxième demande qui est une demande conjointe du Premier ministre Lumumba et du président Kasavubu. C'est dans ces conditions que l'ONUC est arrivé au Congo. Bien sûr qu'après l'ONUC, il y a eu la MONUC, ensuite la MONUSCO. Pour éclairer un peu les téléspectateurs, l'ONUC avait quelle mission? La MONUC et la MONUSCO, la différence se situe où? À quel niveau? L'ONUC avait quelle mission? L'ONUC avait une mission de réduire un peu la sécession du Katanga et la sécession du Sud Kasaï et comment dirais-je, de pacifier la RDC qui est
qui avait connu là deux sécessions, quelques mois après son accession à l'indépendance. Mais c'était une mission tout à fait particulière parce que les Nations Unies déjà à cette époque-là, n'oublions pas que l'ONU est créée en 1945, l'ONU fait partie de la première génération des missions des Nations Unies. Ce n'est pas dans le même contexte, c'est dans un contexte de la guerre froide. Et puis la MONUC, c'est une mission qui intervient après la fin de la bipolarisation. C'est vrai que les conflits, la nature des conflits reste la même. La sécession, c'était une guerre un peu intra-étatique, mais qui avait des implications un peu sur le plan international. La MONUC, c'est une mission qui a été créée pour accompagner le processus de Lusaka de 1999. Bon, donc avec pour objet la protection des civils, l'accompagnement du gouvernement congolais pour la tenue du dialogue intercongolais, et qui a abouti à l'accord de Sun City. Et donc la MONUSCO, c'est une mission qui est intervenue à la suite de la MONUC. Donc ce n'est qu'une réconfiguration de cette mission-là. Voilà, parce que là, on venait d'organiser les élections, et puis bon, la RDC était devenue un pays réunifié, parce que n'oublions pas qu'il y avait des rébellions, des poches de rébellion un peu partout. Donc à l'issue de la transition, de 1+4, les élections avaient été organisées. Bon, la RDC était dans une situation plus ou moins de stabilité, donc il était évident que l'ONU puisse changer de mandat à sa mission. Mais c'est une mission qui est tout à fait polyvalente. Parce qu'il y a plusieurs composantes. Il y a une composante de la police, de l'armée, et ensuite aussi avec pour mission la reconstruction de l'état de droit. Donc c'est une mission qui est polyvalente, une mission tout à fait multidimensionnelle, mais c'est la plus grande mission au monde, qui avoisine à peu près 20 000 hommes. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on peut oser aujourd'hui faire, parce que la MONUSCO n'est pas encore partie, elle est encore là, est-ce qu'on peut oser aujourd'hui faire un bilan à mi-parcours? Selon vous, vous êtes chercheur en relations internationales et doctorant, est-ce qu'on peut faire un bilan à mi-parcours de cette mission en RDC? Bon, disons que les Nations Unies n'ont pas pour vocation de faire la guerre. Hein. Les Nations Unies ont pour vocation de maintenir la paix et la sécurité internationale dans le monde. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits, des efforts énormes qui ont été accomplis par la mission des Nations Unies. Je vous ai parlé de l'accompagnement de l'accord de Lusaka, la signature de l'accord de Sun City, la réunification de la RDC. Et bon, mais il est évident que la mission elle-même aussi comporte quand même quelques fragilités, parce qu'il y a des greffes qui avaient été articulées à l'encontre des agents du personnel de la MONUC ou de la MONUSCO, hein, en ce qui concerne le trafic des ressources minières. Donc, mais on peut dire que bon, c'est un bilan, de mon point de vue, un bilan peut-être pas élogieux, mais il y a des efforts qui ont été accomplis. Je pense que pour se rendre à l'évidence du rôle joué par les Nations Unies en République démocratique du Congo, il faudrait se référer à l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que la crise en RDC relève d'une conflictualité imbriquée, c'est-à-dire qu'il y a des causes qui sont internes, hein, des causes internes et des causes externes. Il importe aux pays de la région, en l'occurrence les pays de la SADC, les pays de la CEAC, les pays membres de la CIRGL, de faire en sorte que la paix puisse régner en RDC. Je crois que récemment le président de la République disait que
La RDC, c'est 9 voisins, plus le Kenya. Alors, ça veut dire que de la stabilité de la RDC dépendra la stabilité des pays membres de la CIRGL. De l'instabilité des pays membres de la CIRGL dépendra l'instabilité en RDC. N'oublions pas que la RDC, c'est quand même un pays qui est au cœur de l'Afrique et qui est au carrefour de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud. Donc c'est un pays tout à fait stratégique. Je peux vous dire, ce n'est un secret pour personne, les Américains se sont servis de l'uranium qui avait été extrait au Katanga pour faire la bombe atomique. Donc tous les pays, toutes les grandes puissances ont un regard sur ce pays, sur la RDC, de par ses ressources minières, de par sa géographie. On dit même que c'est un scandale géologique. Bon, c'est un scandale géologique. Bon, disons, c'est une expression qui avait été utilisée par un géologue belge qui avait été mandaté par le roi Léopold II. Il a fait le tour de la RDC et il s'est rendu compte que en RDC, on retrouve les principaux minéraux et les principaux métaux. Et prenons le cas par exemple du colombo-tantalite qu'on appelle le coltan. Ça sert dans les composantes électroniques, donc dans l'industrie un peu électronique. On a besoin du coltan, mais le coltan, semble-t-il, on en trouve en RDC peut-être et en Australie. Donc c'est un minerai qui est très très prisé, mais qu'on ne trouve pas partout. Maître, cette crise de la RDC est appelée par d'autres chercheurs comme étant la guerre mondiale africaine. Pourquoi cette appellation? Cette appellation-là avait été donnée par Susan Rice. C'est une Américaine. La raison est toute simple, parce qu'il y a eu la bataille de Kisangani, qui avait impliqué plus ou moins 10 États africains, d'où la Première Guerre mondiale africaine. Et vous allez vous rendre compte que dans l'accord de Lusaka, le cessez-le-feu de Lusaka, on demande le retrait des forces étrangères. Donc, parce que le conflit avait pris une dimension régionale avec l'implication d'un certain nombre d'États, c'est la raison pour laquelle on parle de la Première Guerre mondiale africaine. Voilà. C'est par rapport au nombre d'États qui avaient participé à la guerre de Kisangani, à la bataille de Kisangani, que cette guerre-là est appelée Première Guerre mondiale africaine. Alors l'implication de ces États, c'était à quel niveau? Parce qu'on parle du Rwanda qui a envoyé des éléments de son armée à l'est de la RDC. C'était pour la première fois que les armées étrangères puissent s'affronter en territoire étranger. Parce que l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont battues à Kisangani en territoire étranger. En réalité, la crise en RDC, il faut l'analyser à plusieurs niveaux. Il faut plusieurs grilles de lecture pour comprendre la complexité de cette crise. Parce que les acteurs sont nombreux. Vous avez les acteurs locaux, donc vous avez des acteurs sous-régionaux, des acteurs régionaux et des acteurs internationaux. Donc c'est une crise qui est protéiforme, une crise qui est tout à fait complexe. Est-ce que la RDC souffre de la malédiction des ressources naturelles? C'est comme une espèce de fragilité, étant précisé que l'acte de Berlin prescrit ce qu'on appelle la liberté de commerce sur le bassin du Congo. Voilà. Et je vous, peut-être à l'endroit de votre téléspectateur, mais je rappelle simplement que le centenaire sur la conférence de Berlin avait eu lieu à Brazzaville en 1985, excusez-moi. Et les travaux de cette conférence qui avait connu la participation de grands historiens africains comme Ibrahima Babakake, comme Cheikh Anta Diop et Likambo Kolo,
avait été ouvert par le président Sassou. Et le président Sassou, dans son discours, parle de la codification, du partage de l'Afrique par la conférence de Berlin. Vous avez cité un grand nom, le président Denis Sassou Nguesso. Quelle a été l'implication du Congo dans la résolution de cette crise en RDC? Le président Sassou, je crois qu'il a énormément contribué. Et quand vous lisez les accords cadres d'Addis Abeba, le président Sassou est signataire des accords d'Addis Abeba. De l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'avait pas mandaté ni son ministre des Affaires étrangères, ni une autre personnalité. À la différence des autres chefs d'État, je crois qu'il faut compter avec le président de la République qui a un savoir-faire dans le cadre de la diplomatie des conflits. Voilà. Son apport est essentiel. C'est une personnalité qui compte dans la région et voilà. Et sur le plan africain et pourquoi pas sur le plan mondial. Il a une expertise qui est avérée, cela fait guère de doute. Vous avez semblé souligner la participation des États-Unis en utilisant l'uranium de la RDC. Quelle a été la réaction de l'Union africaine lors de l'implication des États-Unis, des grandes puissances dans cette crise? L'OUA d'abord a joué un rôle extrêmement important. Je crois que l'ambassadeur Ngayama est mieux placé pour en parler, mais parce que l'accord de Lusaka, ce n'est pas une génération spontanée. Il y a eu le sommet de Sirte en Libye. Bon, il y a eu Gaborone. Donc il y a eu plusieurs sommets. Donc l'accord de Lusaka, c'est quand même une œuvre de l'OUA, devenue par la suite Union africaine. Maintenant, l'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre d'Addis Abeba, responsabilise les organisations régionales et sous-régionales. Donc la SADC a un rôle à jouer, la CIRGL a un rôle à jouer. Et puis il y a d'autres aspects liés, notamment la construction de l'état de droit. L'ONU ne peut pas imposer ça, mais faire en sorte que les choses puissent se normaliser. Ça, c'est de la responsabilité, l'éthique de responsabilité des gouvernants. Ouais, donc c'est une responsabilité qui est partagée, la communauté internationale, mais également la responsabilité des élites congolaises. Vous avez un dernier mot pour l'émission, un dernier mot? Simplement souhaiter une bonne année à vos téléspectateurs. Et je dédie cette émission-là à un collègue de promotion qui est de la RDC, qui a été nommé ambassadeur au Japon, qui a passé le diplôme de 3e cycle, un diplôme de 3e cycle en relations internationales avec moi à Paris, en France, il y a quelques années en arrière. Et puis bon, autre chose, il faudrait que nous puissions avoir au moins une école de relations internationales, parce que bon, dans la région, le Cameroun a une école de relations internationales, la RDC a une école à Lubumbashi, une école à Kinshasa, donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir une école. Quand je parle d'une école, donc d'une école doctorale en relations internationales, et puis bon, ça nous permettra de comprendre les enjeux internationaux. Donc encore une fois, merci, et puis voilà, mais les opinions émises ici me concernent personnellement, parce que ce sont des recherches que j'ai eu à faire qui ont été validées à Paris, et puis voilà, et je ne suis pas encore arrivé à la fin de mes recherches, qui seront sanctionnées probablement peut-être dans quelques mois par une soutenance, une thèse de doctorat en relations internationales. Ok, merci. Le temps nous est imparti, chers téléspectateurs, pour continuer à développer sur ce thème, sur ce sujet. Mais ne vous inquiétez pas, puisque Maître Lombi a mis à la disposition du public ce livre de 224 pages, paru aux éditions L'Harmattan, qui traite de cette problématique. Leçon de l'intervention de l'ONU en République démocratique du Congo.
Donc si vous voulez bien avoir les détails de tout ce que nous avons pu dire ici, procurez-vous ce livre. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de l'année. Bien sûr, on va terminer cette émission d'une manière un peu particulière. Maître Lombi, nous allons nous lever. Et je vais appeler ici sur ce plateau Armel Etokabeka. Bonne fête à vous. Nous continuons à travailler pour vous. 2019 nous promet une bonne émission avec des bonnes thématiques. Je crois bien Maître Lombi sera toujours avec nous. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.